On a le plaisir donc d'accueillir Philippe Devosc, qui est directeur de EPITA, une école basée à Lyon. Zarina Khan, qui est philosophe, actrice, et qui a une vie internationale extraordinaire. Et puis Eric, vous êtes président de la fondation du Crédit Agricole, vous voyagez beaucoup. Le Crédit Agricole est très très impliqué dans des chantiers mondiaux. Et autour de Vincent Féligon, directeur en chef de la Croix, eh bien vous allez dialoguer. Donc Vincent, je te les confie. Merci beaucoup. On va commencer comme chaque fois avec l'interpellation d'étudiants. Une économie souhaitable serait, selon moi, une agriculture qui retrouve sa juste valeur en termes d'échange de ses productions et des services qui lui sont associés et se libère de la dépendance d'un côté aux subventions et d'un autre de la pression des marchés. Ce serait une économie centrée autour des territoires avec des échanges qui soient à la fois raisonnés et rationnels. Et ce serait également une économie dans laquelle on puisse développer d'autres formes d'échange en dépassant notamment la simple monétarisation. Bonjour, je m'appelle Aziz, j'ai 26 ans, en dernière année de master en management et stratégie de l'entreprise à l'ESDS, en alternance dans un poste de bid manager à l'international, c'est de commerce international. Je suis pour le mouvement qui soutient les causes humaines. Et d'ailleurs, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Jeunes pour un monde uni. Mais aujourd'hui, je me questionne, est-ce qu'on peut faire face au monde qui est contrôlé par le politique? On va essayer de définir, continuer à essayer de définir les contours d'une économie souhaitable. Donc, définir ces contours, c'est être conscient et comprendre le monde pour agir avec justesse. Tel est le sujet de notre débat. Et pour ça, on a trois grands témoins. Zarina Khan, vous êtes philosophe, écrivaine, metteuse en scène, qu'est-ce qu'on dit, actrice et réalisatrice. Vous avez créé la compagnie Zarina Khan qui œuvre dans les pays en guerre, dans les quartiers sensibles, où vous avez créé des espaces de création pour tous, et vous avez travaillé dans des programmes de prévention de la violence, des programmes de prévention de l'environnement, et même en 2005, vous avez été nominé au prix Nobel de la paix. Philippe Devosc, vous avez accompagné depuis l'essor des technologies numériques en France, depuis des décennies. Vous avez cofondé Wanadoo, que tout le monde évidemment connaît, était à l'origine de la French Tech, qui est moins connue, mais qui est quand même s'est beaucoup développée ces dernières années, et conseillé de nombreuses entreprises dans la matière. Vous avez d'ailleurs raconté tout ça dans un livre de mémoires vives. Alors, les mémoires vives, c'est les DRAM ou c'est les... Non, c'est la RAM. Et si un jour je trouve un moyen de traduire cet ouvrage en anglais, parce qu'on me l'a demandé à quelques reprises, je pense que je l'appellerai VRAM. Non pas pour Vidéoram, mais pour Vivid Random Access Memory. D'accord. Voilà, bon, on a appris quelque chose. Et depuis un an, vous dirigez l'EPITA, qui est une grande école d'ingénieurs en Computer Sciences. Et Eric Campos, vous avez travaillé longtemps dans l'aide au développement, à l'Agence française de développement, AFD, en Afrique, aux Caraïbes, dans le Pacifique. Et après, vous avez rejoint la Banque Classique, au Crédit Agricole, où vous avez exercé des responsabilités dans des caisses régionales, parce que c'est l'organisation du Crédit Agricole, notamment dans le sud Rhône-Alpes, à Valence et Grenoble, et dans la banque de détail à l'international. Et puis vous êtes devenu dirigeant de la fondation Grameen Crédit Agricole, donc qui est une fondation qui fait du microcrédit. Et là, vous venez de créer un nouveau métier, Crédit Agricole Transition et Énergie. Transition et énergie. Ben là, on est vraiment dans le sujet. Être conscient et comprendre le monde pour agir avec justesse. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, pour tout vous dire, j'ai relu plusieurs fois la question qui était posée pour essayer de la comprendre, et je me suis dit, mais au fond, comment avec quelle légitimité je pouvais répondre à cette question. Et donc, je suis parti d'une phrase qui a posé le sujet dans la réflexion que je vous devais, c'est que la crise est un point aveugle qui permet la production de connaissances. Cette phrase, elle est, je trouve, assez intéressante parce qu'elle nous dit que dans le contexte dans lequel nous sommes,
nous sommes dans une situation de crise qui va nous aider à mieux comprendre le monde. Et la crise n'est pas une condition à observer, ce n'est pas quelque chose que l'on observe, mais c'est un point d'observation qui va permettre de produire du sens. Et donc, mon propos, j'ai essayé encore à ma place de banquier de l'économie réelle, avec l'histoire qui était la mienne, et qui commence à être un peu longue, évidemment, puisque je suis plutôt dans ma dernière partie de carrière, je vais le dire comme ça, même si on s'en rend jamais compte, hein, s'en rend jamais compte qu'on a des cheveux blancs, mais c'est quand même un constat. Je vous le confirme. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs ce que la crise nous apprend, c'est qu'au fond, on n'a plus d'âge, puisqu'on est devant des questionnements incessants. Vous parlez de crise, vous parlez de la crise actuelle Ukraine ou la crise de manière générale, la mutation qu'on est en train de vivre globale, transition écologique et compagnie. Je parle de cette chose complexe qui est devant nous, où au fond, chaque jour, on a l'impression que l'équation, elle se complexifie de plus en plus. Dans quelle situation sommes-nous? Crise du Covid, crise de l'énergie, crise de la démocratie. Dans quelle situation sommes-nous? Et donc, on est dans quelque chose qui est particulièrement complexe et qu'il faut manipuler avec nuance. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit à nous, enfin ce qu'elle m'a dit à moi, d'abord, c'est qu'elle a permis d'essayer de poser des éléments de contexte. Et on sent bien qu'on est dans un monde qu'on est en train de quitter, et on sent bien qu'on est dans un monde qu'on est en train de rejoindre. On quitte et on va rejoindre quelque chose. Et au fond, qu'est-ce qu'on va rejoindre? On est dans un village global où on est tous en face d'une urgence climatique, les étudiants l'ont dit, alors qu'on n'a pas de gouvernance mondiale. Finalement, on est dans un jeu qui est un peu un jeu de dupes, où finalement le bon élève ne sera pas nécessairement l'élève qui sera reconnu, qui sera le plus performant. Et donc, on est dans un moment où il faut il faut faire preuve de courage pour essayer de faire plus que ce qu'on attend de nous en tant qu'entreprise. Je reviendrai sur ce point parce qu'il me semble important. Donc, on est dans un contexte où il n'y a pas de règles du jeu. Les règles du jeu de l'entreprise sont connues. Or, l'entreprise est en train d'embarquer la question des invisibles, la question du bien commun, la question de l'impact sur l'environnement, mais les règles du jeu sur ce sujet ne sont pas posées et on ne les partage pas tous. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le charbon, qui est une énergie fossile, tous les scientifiques disent qu'il faut qu'on sorte de cette énergie en 2030 dans les pays de l'OCDE, en 2040 dans le reste du monde. Et il y a une convergence de tous les scientifiques sur ce point. Le Crédit Agricole a décidé en 2019 de sortir de cette industrie du charbon, mais rien ne nous y oblige. Et quand on observe le monde, en Asie, vous avez énormément d'investissements dans l'industrie du charbon, et nous n'y allons pas. Pourquoi ? Parce que, et c'est un premier élément de l'entreprise, du changement de l'entreprise, c'est parce que finalement, comme il n'y a pas de règles du jeu sur ce sujet, on s'appuie sur la convergence des scientifiques. Et donc, la dimension scientifique intègre l'entreprise pour être un peu une nouvelle règle du jeu. En l'occurrence, la COP définit quand même peu à peu des voies... Mais la COP, elle est tout et rien. Elle est la réunion de personnes qui travaillent sur un sujet, qui se posent des questions. Regardez l'accord de Paris en 2015, COP 21, 190 pays y adhèrent. Et puis, à un moment donné, les États-Unis disent on n'y adhère pas. Et puis, on adhère à quoi? On adhère à l'engagement que l'on prend de faire tout, ou en tout cas ce qu'on peut, pour que la température, l'élévation de température en 1850 et 2100, elle soit bien en dessous de 2 degrés. Mais on n'a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. Et un jour, effectivement, vous avez des institutions qui travaillent sur un scénario. Récemment, l'Agence internationale de l'énergie a produit un scénario qui est le Net Zero 2050, mais on n'a aucune obligation de le suivre. Voilà. Et donc, finalement, on est dans quelque chose qui est assez étrange. C'est dit par les étudiants, et je pense que beaucoup de tables rondes ont évoqué ce sujet. On est quand même dans un monde qui fait face à une crise civilisationnelle, avec des règles du jeu mondiales qui n'existent pas et qui vont dépendre un peu de la bonne volonté des bons élèves. Alors, quand même, Crédit Agricole, transition et énergie.
qu'est-ce que ça voudra dire? Parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de créer votre équipe. Oui, enfin, effectivement, ça dit que l'entreprise, elle doit probablement regarder le monde différemment. Voilà. Et quand on s'est posé, nous, la question, mais au fond, qu'est-ce qui se passe devant nous? On est face à, finalement, trois grands sujets, trois grands défis. Premier défi, c'est de modifier le moteur énergétique mondial. 80% de l'énergie primaire aujourd'hui est à base de fossiles, et d'ici une trentaine d'années, il faudrait que 60% de l'énergie mondiale soit à base d'énergie durable. 60-65%, tout dépend des scénarios. C'est-à-dire qu'on a un bouleversement total. Ne serait-ce qu'en France, la question du financement de cette trajectoire énergétique, c'est de l'ordre de 60 milliards par an sur les prochaines années. On y est déjà, on ne parle pas d'une autre génération, il faudrait qu'on y soit. Premier grand défi. Le deuxième défi, c'est le défi de la sobriété. Il faut qu'on arrive à faire de la croissance avec moins d'énergie. Et donc ça questionne ces notions de croissance. Et donc il faut probablement que l'on re-questionne notre sémantique et qu'on parle davantage de prospérité que de croissance, parce que ça ouvre des nouveaux champs de réflexion. Et troisième sujet, ce sont les usages. C'est-à-dire comment on vit, comment on arrive à atteindre ces questions de bien-être, de prospérité, en étant un peu moins consommateur d'énergie. Voilà, trois sujets. Dans un groupe comme le nôtre, pour attraper ces trois sujets, eh bien, on a besoin d'ouvrir des nouveaux angles de perspective. Et la question des transitions, en tant que telle, elle n'existait pas dans notre groupe, en tant que telle. Donc on s'est dit, on va créer un métier, parce qu'il faut de nouvelles compétences, il faut une nouvelle vision, il faut une nouvelle coordination, il faut des nouvelles offres. On va créer un métier qui n'existe pas et on est vraiment parti de la feuille blanche. Parce que si on ne le crée pas, on aura des angles morts. Pourquoi? Parce que effectivement, dans notre modèle libéral, la performance, c'est souvent une question de spécialité. Et quand on a dans des entreprises des spécialités, on a plutôt tendance à fonctionner en silo, comme ces coureurs de 100 mètres qui essayent d'arriver le premier. Or, l'une des clés de compréhension du monde aujourd'hui, c'est le jeu collectif. C'est le partenariat, c'est réfléchir ensemble, c'est réussir ensemble à trouver des solutions qui vont nous permettre de créer le ensemble. Pourquoi? Parce que justement, et ça fait le lien avec mon premier sujet, c'est que les règles du jeu collectif n'existent pas et donc il faut qu'on les crée par l'expérimentation et l'action. Alors, Crédit Agricole, vous êtes une banque mutualiste, enfin, même s'il y a un véhicule coté. Est-ce que le fait d'être une entreprise mutualiste aide, permet de voir à plus long terme, ouais, il y a moins de pression des marchés? J'ai commencé ma carrière à l'Agence française de développement parce que j'ai été élevé par des parents qui étaient, et avec tout le respect et toutes les crises d'adolescence que j'ai pu faire contre eux, mais c'était quand même des humanistes. Et donc ils m'ont pas laissé d'héritage, si ce n'est cet héritage fabuleux que de me dire que je dois servir à quelque chose sur cette terre. Donc j'ai commencé à travailler à l'Agence française de développement, qui est une formidable institution qui m'a beaucoup appris. Et un jour, j'ai rencontré le Crédit Agricole. Et je suis tombé amoureux de cette entreprise. Je le dis sans flagornerie, j'ai fini quasiment ma carrière, donc je ne suis pas en train de demander un poste, etc. Donc je le dis pourquoi? Parce que c'est un outil, vraiment, c'est une formidable modernité. D'abord, pourquoi? Parce que le capital du Crédit Agricole, il n'appartient pas aux sociétaires. C'est un outil. Et quand le capital devient non pas une finalité, mais un outil, ça change la perspective. Ensuite, c'est une entreprise qui est au cœur des territoires, au cœur des écosystèmes. Vous avez ici la Caisse régionale Centre-Est, qui est dans ce territoire. Les dirigeants vivent, le président du conseil d'administration vive, les administrateurs vivent, et donc quand ils parlent de l'écosystème, ils parlent d'eux. Vous me disiez quand vous baladiez dans la rue à Valence, on vous disait... Mais oui. Moi, je ne connaissais pas les Côtes-du-Rhône. Moi, je connaissais le Val-de-Loire, je connaissais le Bordeaux. Mes parents sont de Perpignan, donc je connaissais bien ce... Et j'ai passé 6 ans à Valence, Bourgogne, etc. Et oui, et vous apprenez le terroir. Voilà, et j'étais un fan de l'équipe de Valence de rugby. J'ai bu quasiment toutes les Côtes-du-Rhône parce que tous les producteurs sont clients du Crédit Agricole. Voilà, ça vous fait toucher la réalité. Et puis, tous les ans, en tant que dirigeant, vous participez aux assemblées générales de caisses locales. Et les assemblées générales de caisses locales, vous faites interpeller par des gens qui vous disent « Mais pourquoi mon conseiller j'en change tous les ans, c'est pas normal, c'est pas bien, etc. Oui. Pourquoi le distributeur d'argent est en panne? Et donc ça vous donne ce contact
permanent au réel, où finalement, quand vous réfléchissez un peu global, eh bien, vous tombez toujours à des actions qui sont des actions locales. Donc, vous avez cette proximité avec la réalité qui fait que, eh bien, on essaye d'être au plus près de nos clients, de les accompagner. Et quand on défend une entreprise qui se trouve en difficulté, on défend une entreprise qu'on connaît, sur un territoire qu'on connaît, et on sait quelles sont les conséquences si cette entreprise connaît des difficultés. Voilà. Donc c'est ce lien-là à l'économie réelle qui m'a énormément plu dans mes expériences en caisse régionale. Merci beaucoup, Philippe Devost. Donc vous, après avoir agi, créé des choses nouvelles, maintenant vous transmettez. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez votre métier. Alors, vous avez des cheveux un peu moins blancs que votre voisin, mais vous voyez comment le métier. C'est quoi le métier d'un... Il ne faut pas trop exagérer non plus. Hein. Enfin, non, mais c'est parce que je vous sens un peu taquin. Je ne voudrais pas que vous sous-essiez de ce fil rouge là pour... Non, c'est quoi le métier du patron d'une école d'ingénieurs? Je crois que je ne vais pas répondre à votre question. Je ne vais pas répondre à votre question parce que j'ai le sentiment que depuis ce matin, on ne répond pas tout le temps aux questions des étudiants qui nous sont posées. D'accord. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la salle qui sont précisément la génération qui n'est pas là aujourd'hui. Et je voudrais vous demander à toutes et à tous qui parmi vous ici ce soir sont des parents. Levez la main. Quand vous allez faire l'exercice de rentrer ce soir et de dire à vos enfants, voilà de quoi on a parlé, combien d'entre vous savent déjà que leurs enfants vont les regarder avec des yeux de merlan frit en disant « je ne comprends pas de quoi tu parles ». Assumez, levez la main. Je suis étonné que vous soyez aussi peu nombreux, je pense qu'il y a de la triche ou que je ne vois pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éléphant dans la pièce, encore une fois, c'est cette génération qui manque. Et que ma suggestion à François, que je connais à peine, et qui ne me réinvitera donc jamais, c'est probablement que vous songiez, dans les années qui viennent, à monter un Valpré parallèle, un Valpré junior, qui puisse converger éventuellement avec Valpré lors de la session de synthèse à la fin. Et là, vous vous apercevrez... Et là, vous vous apercevrez qu'en fait... Dans cette crise dont on nous rebat les oreilles depuis que je suis né, on est dans un moment qui est très particulier parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel 2 générations consécutives ne voient plus la même chose. Et ça, c'est très nouveau. Parce qu'il y en a eu des révolutions dans la communication. L'humanité a mis à peu près 1700 générations à n'utiliser que le langage. L'écrit a traversé 330 générations, Gutenberg 35. À partir de la révolution industrielle, ça s'aggrave. Mais encore à l'époque de notre prédécesseur immédiat Rémi Brague, l'observation du monde et les polémiques qui s'y cristallisaient, je pense que parmi vous, vu la couleur des cheveux de ceux qui sont dans la salle, et au passage, je ne me l'éteins pas, vous avez tous connu, et alors surtout dans le type d'audience dans lequel nous sommes, vous avez connu des dimanches de repas de famille avec 2 ou 3 générations ensemble, et vous avez connu les débats sur le bon usage du téléphone, sur le bon usage de la télévision, mais vous observiez à cette époque-là la même réalité sous 3 angles consécutifs. Aujourd'hui, et notamment parce que la révolution numérique est achevée alors qu'on se croit toujours dedans, vous avez des vagues d'usage de services qui prennent la planète de vitesse et qui changent tous les 2 ans. Si on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, on n'utilisera pas les mêmes exemples que ceux qu'on utilisait il y a 2 ans. Ce que je dis simplement, c'est que le monde est devenu inobservable et que et c'est pour ça que je veux revenir à la question et que je pirate le débat et que je ne répondrai pas à la vôtre, être conscient et comprendre les mouvements du monde pour agir avec justesse, pour moi, c'est 2 choses. C'est faire de l'histoire, et plus personne ne fait d'histoire aujourd'hui, y compris, et c'est ma séquence de pub dans le sujet que je traite dans le bouquin, personne ne sait ce qui s'est passé dans le monde de l'économie numérique. Comment voulez-vous prendre des décisions politiques? Comment voulez-vous parler de souveraineté numérique? Comment voulez-vous prendre des décisions en tant que chef d'entreprise si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous dit votre DSI, qui lui-même n'a aucun recul sur ce qui s'est passé? Ça, c'est la première chose. Il faut comprendre la trajectoire d'où on vient. Et la deuxième chose, c'est comprendre ce qu'attend la génération qui va faire, parce que c'est eux qui feront.
Et pour observer avec justesse les mouvements du monde, moi, la seule réponse très simple que je puisse vous faire, c'est que je n'y connais rien. Il faut relire et d'autre part interroger les étudiants. Et moi, quand j'interroge mes étudiants, je vois quoi? Je vois des étudiants qui n'ont plus aucune référence culturelle parce que l'éducation nationale, ça reste entre nous, hein, vous ne tweetez pas, a contribué, on va dire ça comme ça prudemment, à faire baisser le niveau de culture générale, si bien même que le niveau à l'écrit en français, dans certains cas, heureusement ne reflète pas le talent de ceux qui nous rejoignent. Ils ont extrêmement peu de recul. Les quelques-uns qui ont lu ce livre, et ce n'est pas des grands lecteurs, m'ont dit « mais waouh, on ne savait pas que ça s'était passé. Personne ne nous avait jamais raconté comment ça s'était passé. On ne savait pas d'où venaient les outils qu'on utilise aujourd'hui pour développer. » Et ça c'est un point fondamental. Donc, comprendre le monde dans lequel on entre, c'est le comprendre avec eux, c'est faire preuve d'une humilité absolument incroyable, parce que la diversité des 700 nouveaux étudiants qui nous rejoignent chaque année, qu'elle soit sociale, qu'elle soit géographique, qu'elle soit culturelle, est totale, et elle n'est certainement pas perceptible dans ce que nous renvoient les notes du bac, qui sont devenues un moyen extrêmement... Enfin, ça n'est plus un outil pour être capable de distinguer le potentiel des uns des autres. Donc, on leur fait passer à chacun et à chacune des euros de motivation. Vous imaginez la complexité de l'organisation que ça suppose. Mais c'est le seul moyen de détecter l'envie, la passion, la graine de talent, et de se dire, je crois, en mon âme et conscience, parce que c'est une responsabilité que je porte, que cet étudiant ou cet étudiant est capable de réussir pendant 5 ans à l'EPITA. Sachant que l'EPITA est une des écoles les plus exigeantes qui soit, en termes de charge de travail et de montée en niveau, mais que c'est je ne vais pas dire le prix à payer, mais c'est l'effort à consentir pour pouvoir mettre sur le marché des étudiants excellents en computer science. Je vais ajouter un dernier point, parce que je pense que comme on est très long, on ne fera pas passer la parole, et pour moi c'est important. Comprendre le monde dans lequel on est et le monde qui vient, c'est être capable de raisonner simultanément sur des horizons de temps très différents. Je vais prendre juste un exemple qui est lié au secteur que je connais, et encore, je vais vous faire une confidence, je ne dirige cette école que depuis 13 mois, et je n'avais jamais dirigé d'établissement d'enseignement supérieur auparavant, donc si je dis des bêtises, c'est quasiment exprès. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler des attaques cyber, tout le monde panique sur le sujet. Je pense que mon voisin de droite du Crédit Agricole est sous le feu des attaques à peu près tous les jours. Et on voit passer des rapports qui nous disent en France, il manque entre 15 000, à peu près 15 000 ingénieurs et experts en cybersécurité. OK. Dans le monde, c'est 3 700 000. OK. Alors d'abord, première question, je ne comprends pas pourquoi on découvre ce chiffre maintenant, alors que les enjeux de cybersécurité existent depuis qu'on connecte des ordinateurs à Internet. Hein, et les plus anciens d'entre vous qui étaient un peu familiers du truc savaient que les premiers virus se transmettaient par disquette à travers des programmes de jeu qu'on avait pompés. Donc c'est pas nouveau. On s'aperçoit qu'il en manque. Alors du coup, branle-bas de combat. Le problème du branle-bas de combat, c'est que même en imaginant des formations courtes du type du bachelor qu'on a déployé l'année dernière, il faut 1 an pour leur donner envie de venir, après Parcoursup, il faut 3 ans pour les former, vous ne mettez des experts sur le marché que dans 4 ans. Si vous avez besoin d'ingénieurs, c'est dans 6 ans. Et donc on est en permanence, et donc dans 6 ans, on est au-delà du mandat électoral actuel. Donc on a un énorme enjeu, si on veut comprendre le monde dans lequel on est et agir de manière juste, il faut qu'on soit capable d'agir dans le quart d'heure qui vient, simultanément d'anticiper l'année qui vient, et enfin et surtout d'être conscient qu'on va prendre et qu'on doit tenir des décisions qui ont des portées qui sont de 6 ans, puis d'une génération, et en ce qui me concerne, des 40 ans de vie professionnelle des étudiants qui me sont confiés. Merci. Merci beaucoup. Zarina Khan, si vous voulez prendre le micro. Oui. Alors, une philosophe, comment elle voit tout ça? Moi, je suis très heureuse que Philippe Devos t'ait parlé de l'enfant. Enfance, alors moi, je suis une amoureuse de l'étymologie. Je suis désolée, je vais peut-être vous saouler, comme disent les jeunes avec ça, mais c'est comme ça. Infans, c'est celui qui ne parle pas. Et après-demain, nous fêtons le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il a fallu 200 ans, depuis la Déclaration des droits de l'homme,
pour que, enfin, 190 pays tombent d'accord sur le fait que l'enfant est un sujet et non pas seulement la possession et l'objet de ses parents. Or, nous savons que la parole est créatrice. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. En grec ancien, c'est le logos qui élargit encore le sens, puisque logos, c'est le verbe, la parole, mais aussi la sagesse, le lien et la nécessité. Tout cela est dans la parole. Elle est action, cette parole. Et si elle n'est pas action, ce n'est qu'une nuisance sonore. Elle est porteuse du faire. Nous en sommes responsables. Et en grec, la racine de faire, figurez-vous, est poienne, la même racine que la poésie. Voilà où nous avons à remonter le faire qui a été négligé, méprisé, comme étant peu intellectuel. La parole ne se fraye un chemin hors de soi que pour aller vers un autre, qui renvoie la sienne. Mais lorsque l'écho de ces mots ne le renvoie qu'à lui-même, il dérive. Pour comprendre, cum prehendere, comprendre, prendre en soi les mouvements du monde, nous avons à revenir au sens. L'intitulé de notre table ronde, c'est « Être conscient ». Bon, ça commence fort. Être conscient. Conscientia. Cum scientia. Voilà enfin le cum, le mot essentiel de notre vocabulaire. Avec. Cum scientia, on dirait dans le dictionnaire, ensemble dans le savoir. Mais le savoir, savez-vous qu'il vient de la saveur? Le savoir, c'est savourer. C'est connaître. Ah, un autre cum qui arrive, celui de Socrate, connais-toi toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître? La connaissance dont tout le monde parle depuis si longtemps. Cum nascere, naître, naître à soi, avec l'autre, dans la rencontre à chaque instant, à l'instant même de cette table ronde. Je nais à moi-même avec la parole d'Éric, avec la parole de Philippe. Il n'y a de conscience qu'en commun. Et il ne s'agit surtout pas de bonne conscience, parce que cette conscience-là nie son sens, puisqu'elle est individuelle et par conséquent un contresens. J'ai surfé sur le verbe être. Vous avez remarqué, je suis passée vite à conscience. Ben oui, parce que le temps de parole est limité et que être, c'est le noyau. En informatique, je crois qu'il y a Unix en 1970 qui a permis un autre langage, une autre parole, qui est celle de l'informatique. Unix, notre unicité. C'est par la parole que nous sommes, puisqu'elle est le lien créateur, que nous reproduisons à notre humble échelle d'humain, la création. Mais une parole qui fait œuvre. Le chaos, vous parlez de crise, on peut dire le chaos aussi. Le chaos en grec, chaos, c'est l'ouverture. C'est un peu ce que vous disiez. C'est l'ouverture qui va permettre, autre chose. Oui, qui va permettre à une autre parole d'émerger. Alors que ce chaos sème la panique. Et dans la panique, que faisons-nous ? Nous rationalisons très vite, nous faisons vite l'inventaire, allez, l'inventaire de tout, des graines, des humains aussi, en passant. Parce que ça nous rassure, mais parce que ça nous enferme aussi. Il est temps de sortir des catégories. Alors ça nous rassure parce que ça nous donne l'illusion d'éviter le conflit. Or, et là je cite un de mes compagnons, Héraclite d'Éphèse disait « Le conflit est père de toutes choses. Nous ne pouvons pas l'éviter. Regardons-le en face, explorons-le comme une planète qui est la nôtre. » Et puis surtout, dans ce processus de catégorisation, de spécialisation,
nous avons oublié que nous laïcisons aussi, nous laïcisons beaucoup, à tout va, en oubliant que laïkos veut dire peuple dans toute sa diversité et que nous omettons alors, dans cette laïcité à outrance, la dimension du sacré, du vertical, qui est pourtant une absolue nécessité du logos, de l'être humain. C'est le sacré qui va nous unir au-delà de nos différences, de nos religions. C'est la beauté qui découle du sacré, qui fait que nous pleurons ensemble, que nous nous réjouissons ensemble. Je suis parce que nous sommes. Désolée, cher Descartes, nous en sommes là aujourd'hui. Dans ce nous, j'inclus tout le vivant et j'inclus aussi les disparus, tous ceux qui nous ont précédés. Dans la langue de la tribu Xhosa d'Afrique du Sud, dont sont originaires de grandes figures que vous connaissez comme Nelson Mandela, Miriam Makeba, qui ont consacré leur vie à œuvrer pour l'Union, il y a un mot pour dire cela, Ubuntu. Un seul mot, je suis, parce que nous sommes. Et l'informatique s'est d'ailleurs saisie de ce mot pour donner ce nom à un système d'exploitation libre, Ubuntu. Ce nous de la connaissance, du naître ensemble, du faire ensemble, en toute verticalité. Nous, en grec, c'est l'esprit. Il rappelle la noosphère chère à Pierre Teilhard de Chardin. D'ailleurs, Nos est le nom aussi d'un câble-opérateur français ancien, annonçant la planétisation que nous connaissons aujourd'hui. Teilhard de Chardin voyait une pellicule de pensée enveloppant la Terre, formée des communications humaines. Il se réjouirait sans doute aujourd'hui de ce réseau de communication qu'a créé l'informatique. Il s'offusquerait sans doute aussi de la dérive du sens qu'engendrent bien souvent ces communications. Alors comment retrouver le cap du sens face aux enjeux qui nous incombent, car c'est bien de cela qu'il est question, pour agir avec justesse? Je vais un tout petit peu parler de moi parce que je représente quelques milliards d'êtres sur cette planète. J'ai échappé à l'inventaire, j'ai échappé aux catégories parce que dans mon berceau, il y avait déjà plusieurs continents et toutes les religions. J'ai dû alors trouver un autre pays. Un pays pour y poser et y développer le sens de ma vie. Et j'ai envie de dire que le sens de la vie, c'est le sens de la mission. Parce que nous avons tous une mission sur Terre. Alors d'abord, les lettres de l'alphabet m'ont été offertes. Celles qui permettent la formation d'une parole qui demeure. Ma demeure, mon logis, mon logos. Il m'a fallu trouver un pays qui échappe. Et j'ai trouvé celui de l'art. Ah non, pas celui de la culture divertissante. Non, celui de l'art. Celui que Schill a investi pour accompagner la naissance de la démocratie, l'écriture et le théâtre, parce que le corps aussi parle, porte le souffle. C'est la dimension sacrée qui transforme le travail, dont nous parlons beaucoup aujourd'hui, le tripalium, l'instrument de torture, en œuvre. Et c'est notre responsabilité que le tripalium devienne un opéra, celui qui nous permettra d'opérer, de guérir, parce que l'art est l'écrin où la parole de chacun doit pouvoir se poser. C'est le puits commun de l'humanité. Et je vais vous faire un cadeau parce que cette étymologie est très peu connue.
peut-être parce qu'elle est simplement oubliée. C'est l'étymologie du mot théâtre. C'est théos, Dieu, et l'astre. Le théâtre, c'est l'astre de Dieu qui rayonne pour que dans l'hiver des hommes revienne le printemps et l'été. Et là, je cite Olivier de Serres, un grand agronome visionnaire du XVIe siècle. Le besoin d'exister, le besoin d'être au monde, taraude chacun d'entre nous, mais pas seulement ceux qui sont dans la salle, ceux qui n'ont pas la parole aussi. Et les voilà en train de se perdre, à tenter d'exister en photographiant leurs assiettes, ou en se selfisant, ou en brûlant des voitures. Exister, c'est existere, sortir de l'arrêt, sortir du figé, se montrer, se manifester, et par conséquent, dire, et que sa parole prenne sa place dans la vie de la cité. Cet espace d'exploration, nous sommes responsables de l'ouvrir à tous. Parce que je peux vous le dire, dans tous les ateliers que j'ouvre dans le monde, dans les zones de conflits armés, dans les prisons, dans les cités, dans les favelas, je m'émerveille de la puissance de l'humain et que nous avons besoin d'être inspirés par ceux qu'on a condamnés à ne pas parler. Parce que lorsque l'émerveillement ne trouve pas d'espace où se dire, le silence se fait brutalement, les mots sont arrêtés, les écrins cadenassés, et la parole se retourne à l'intérieur de celui qui l'a créée. Elle l'étouffe, et ceux qui parlent la même langue, hélas, nous le savons, ceux qui ne la murmurent qu'entre eux, s'étouffent à plusieurs. Et naît alors le temps de la violence. Et c'est alors que nous avons à nous lever tous, les passeurs de passerelles, les constructeurs de ponts, les couturiers des espaces, pour que le métissage minutieux, le respect de chaque fil est à dérouler sous les pieds fragiles de ceux qui sont encore à naître. Je vais en arriver quand même à l'économie. Vous avez encore 2 minutes. 2 minutes. Et là, voilà, personne ne l'a dit encore, donc je vous le dis. L'économie est née d'un mot magnifique, oikos, la maison. Et les Grecs anciens déjà parlaient de la grande maison de la terre, oikos, la seule maison planétaire. Et nomos, l'administration. Ad, vers, ministration, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous avons pourtant beaucoup de ministres. Eh bien, le ministère est simplement le serviteur. L'économie, c'est le serviteur de la grande maison planétaire. Et oikos a donné aussi naissance à un mot plus ancien qui nous unit aujourd'hui, et c'est l'écologie, le logos de notre grande maison planétaire, la parole vivifiante dont nous avons à accoucher ensemble. En informatique, je crois que le WS est important, n'est-ce pas, Philippe? Le Web Services. Alors, j'aimerais qu'on envisage le Wish Services, les services souhaitables, au lieu du Web Service. Rien dans l'univers ne saurait résister à un nombre suffisamment grand d'intelligences groupées et organisées. C'est Pierre Teilhard de Chardin qui disait cela. L'heure est venue, et sans doute est-ce pour la préparer ensemble que vous êtes ici, de servir la grande maison, pour que le vivant et l'humanité y soient enfin invités, sans discrimination, dans une harmonieuse nécessité.
Merci. Merci beaucoup.